Ulysse. Ulysse, reconnais-tu ma voix? Au féminin comme au masculin, l'émission Les Sirènes sont éternelles fera entendre les voix et pensées de musiciens, d'organisateurs de concerts, de techniciens du son, de disquaires, de formateurs, de médiateurs, de journalistes et de chercheurs. Les uns visibles par leur position institutionnelle, les autres invisibles, mais amants de musique qui font trace d'ailleurs, qui préparent les relèves ou maintiennent tes mémoires en vie. Les Sirènes sont éternelles, présentées par Cherso et Jean-Michel Lucas, cherchent à comprendre la place qu'occupe la musique dans la cité. Chaque émission est un appel à témoigner du vécu de chacun. Comment se vit la musique sous la pression sanitaire? Quelles pertes? Quels bénéfices en tout genre pour la cité des vivants? Comment imaginer l'avenir des musiques, ici, dans la cité? Que faudrait-il faire et qui pourrait le faire? Aujourd'hui, les invités sont Blondine Morisson, musicienne, et Mélodie Vlaming, productrice, toutes deux organisatrices du laboratoire de création musicale Pitches and Witches, et Salvatore Caputo, chef de chœur de l'Opéra de Bordeaux. Bien, merci à nos invités de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission. Les sirènes sont éternelles. L'idée générale est venue de lecture de philosophes Georges Steiner et bien d'autres, mais lui il a très bien exprimé l'idée que la musique et les arts en général, mais il insiste beaucoup sur la musique, ont une place vraiment formidable dans la vie des hommes, au-delà de toute la dimension qu'on connaît et qu'on subit généralement, la technique, la raison, les calculs, l'homme rationnel, etc. Ben non, il y a quelque chose d'autre dans l'humain, et ce quelque chose d'autre se niche dans le rapport aux arts, et particulièrement la musique qui pour lui est un langage qui n'a jamais été suffisamment exploré, et qui sera sans doute jamais suffisamment exploré, qui a toujours sa part de mystère, sa part d'opacité. Donc l'idée avec Cherso, s'est dit, ben voilà, on va sauter sur cette belle vision, surtout en ce moment où on est contraint par des tas d'éléments qui viennent nous coincer. On va essayer de voir s'il y a une respiration, une vie au-delà du quotidien, qui est la vie de la musique. D'où cette idée, les sirènes sont éternelles. Je vous relis la citation parce que c'est elle qui nous a conduit à dire, tiens, on va faire des émissions sur les sirènes. Les sirènes sont éternelles, dit Georges Steiner. Elles ne sont pas détruites par la ruse d'Ulysse, qui s'était accroché au mât pour pas justement être attiré par les sirènes. Il avait fondu un paquet de cire pour les mettre dans les oreilles de ces matelots, hein. Et donc il avait tout fait pour éviter d'être capté par les sirènes. Elles ne sont pas détruites par la ruse d'Ulysse. Derrière le voile du discours rationnel, la musique semble bien continuer à murmurer. Le son menace toujours d'entraîner après soi, avec la force d'une marée, les serviles stabilités du sens. Voilà, tout l'horizon qui s'ouvre. Et maintenant, on espère que vous allez bien vouloir être avec nous, les acteurs de ces sirènes, de cette force de la musique. Et donc, l'idée, tout simplement, de vous laisser beaucoup la parole pour vous demander quelle place a tient la musique dans votre vie, l'importance que ça peut avoir. Et puis après, en échangeant entre nous, on essaiera de savoir si, pour vous, les contraintes actuelles qui pèsent sur tout le monde, hein, elles sont lourdes ou pas par rapport à cet intérêt pour la musique. On a des réponses très contrastées, d'ailleurs. Et puis, de ces échanges, on essaiera de voir, si vous le voulez bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer, avec qui, pour retrouver cette place de la musique qui a quand même été un petit peu perdue, ou en tout cas si elle n'a pas été totalement perdue, comment les nouvelles façons de faire avec la musique peuvent-elles se renforcer, et avec qui. Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait innocent, ça nous intéresse tous les deux, j'espère que ça a intéressé en tout cas les autres personnes qui ont contribué à cette radio, mais derrière il y a l'idée de est-ce qu'on peut collectivement ou individuellement apporter des éléments de réflexion au forum de je ne sais quoi, de la création, de l'expression culturelle, enfin, le forum, disons, concernant la culture, que la ville a lancé, un appel à tous les citoyens. Ben là, Cherso et moi, on se présente comme des citoyens. Voilà, on va enlever toutes nos autres casquettes. On est des citoyens pas loin de Bordeaux, et on voudrait, avec tout ce que vous allez pouvoir nous dire, essayer de contribuer à cette réflexion sur la question de la musique et des responsabilités des uns et des autres. En gros, le schéma idéal, c'est ça, hein, mais c'est très cool, c'est très décontracté au départ. On n'a pas de chemin tout tracé. Voilà, donc on va avoir une discussion autour d'une heure et demie.
À la suite de quoi les enregistrements vont être écoutés. On va essayer de faire une synthèse, en fait, une captation de peut-être 10 minutes, qu'il y a des personnes qui voudront écouter l'ensemble. On aurait voulu le faire en direct, mais ce n'est pas possible. On va commencer, il va vous présenter rapidement, mais on voudrait que vous choisissiez comment vous présentez-vous. Bien sûr. Et nous dire un peu, voilà, un peu aussi comment vous êtes arrivé dans la musique. Ça, c'est important aussi dans votre relation à la musique. Et puis après, on partira sur la musique actuellement avec le Covid. Et puis voilà. Alors, c'est qui nos invités aujourd'hui? Alors, qui les invités? Grâce au relais que vous avez au Douve, nous avons pensé que ce serait bien de nous avoir ici en tant qu'association Pitches and Witches. On va savoir ce que ça veut dire, Pitches and Witches, et le sens que vous lui donnez. Et dans le cadre de. Alors après, c'était pas à Paris Record. Ouais. Alors, bon, voilà, dans les échanges que j'ai eus avec Blandine Morisson, c'est ça, ouais, c'est moi, oui, et Mélodie. Voilà. Oui. Et puis donc, Elodie, qu'on n'a pas identifié, mais qui va s'identifier elle-même. Donc là, il se passe quelque chose, et ça nous a paru vraiment intéressant d'avoir cette rencontre, cet échange. Et M. Salvatore Caputo, il va me pardonner le monsieur, mais c'est parce qu'il est chef de chœur à l'opéra, ça mérite un monsieur, mais on va l'enlever vite, hein, parce que c'est pas non plus notre genre. Et donc, c'est cette question de la musique là, qui est vraiment centrale. Pour vous, on l'a saisi comme ça, et on aimerait bien avoir votre témoignage. Alors, peut-être que vous pouvez nous parler de votre trajectoire, de toute cette place que la musique tient dans vos trajectoires, dans votre vie, enfin, comme vous entendez le faire. On est là pour effectivement engager un échange, une discussion, des propos des uns et des autres. Alors, allez-y, si vous voulez bien. Ok, je commence tout simplement par nous présenter. Enfin, du coup, moi, c'est Blandine Morisson. Je suis musicienne d'abord, donc c'est mon métier. Donc, j'en fais tous les jours comme travail. Je donne aussi des cours. Ça, c'est pour ma vie personnelle. J'ai un groupe dans lequel je suis guitariste, chanteuse, autrice, compositrice. Et puis j'ai monté le label Pas à Paris Records, qui organise différentes choses autour de la musique. Donc une organisation de concert en temps normal qui s'appelle Tribal Traquenard avec Mélodie. Qui est en ce moment un peu mise de côté parce que voilà, vous savez tout ce qui se passe au niveau mondial. Depuis quelques mois, justement, avec la situation particulière, on a mis en place un projet qui s'appelle Pitches and Witches, qui est un projet qu'on a en tête depuis déjà un petit moment. Et donc Pitches and Witches, c'est un laboratoire de création en non-mixité choisie, c'est-à-dire réservé aux minorités de genre, c'est-à-dire les personnes des genres qui sont les moins représentés dans la musique. Voilà. Alors moi du coup je suis Mélodie, donc je travaille à la Rock School Barbet, je m'occupe de toute la partie transmission et je m'occupe également de l'action culturelle et de la médiation. Et donc, je suis bénévole auprès de Pas à Paris Records et de Tribal Traquenard. Donc, j'ai rencontré Blandine, je pense la première fois qu'on s'est vu, ça devait être un de tes concerts. Ouais. Donc, on s'est liés d'amitié et on travaille ensemble sur ces questions-là. Et moi, je travaille donc normalement pas mal sur la partie organisation des concerts chez Tribal Traquenard. Et malheureusement, ça fait 1 an maintenant qu'on ne peut pas faire grand-chose et qu'on est vraiment bloqué et très, très affecté par ça. Donc dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle, aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose parce que même à la Rock School, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Et voilà, donc merci de nous avoir conviés à cette émission. On a eu donc monsieur Écrou, directeur de la Rock School avec nous, qui nous a raconté sa vie. Il a été plus loquace que vous, il a 7 ans. Sa vie est plus longue que la mienne. On était encore, on est à peine à 68, mais bon, on était quand même aussi. Et à la fin, je lui ai dit, est-ce que tu permets, est-ce que tu m'autorises, je suis le directeur quand même, à inviter Mélodie. Alors, je n'avais pas encore décroché mon téléphone pour inviter Mélodie, mais Mélodie a dû entendre, et merci d'être là, vous êtes la bienvenue, vous êtes attendu. On entend votre rapport à la musique et ce que vous faites. On va demander à M. Caputo
Salvatore Caputo nous en parlait aussi. Puis après, on questionnera, enfin, on ira peut-être un peu plus loin, c'est pas venu tout seul. Quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi les trajectoires. Quoi, hein. Sébastien, par exemple, Guest nous a raconté que quand même, maintenant qu'il est ténor, il ne savait pas, il était dans la campagne, en Ardèche, en milieu rural, il ne savait pas qu'il avait une belle voix. Donc c'est très intéressant pour nous de voir quelles sont les trajectoires des uns et des autres. Salvatore Caputo. Bon, bonjour à tous, depuis 2014 je suis à Bordeaux, après d'avoir travaillé en Italie, en Argentine, en Chine et dans des autres pays. Et pour moi c'est très important d'être chef de chœur de l'opéra parce que c'est pas seulement être musicien, mais quand on travaille pour un théâtre public, on a la chance de pouvoir faire une action culturelle très forte pour permettre à la ville où je travaille d'avoir un contact direct avec la culture classique. Mais depuis 2014, je fais tous les efforts possibles pour élargir le répertoire que nous faisons. Parce qu'on a une image plutôt cliché de la musique classique comme quelque chose qui est consacré pour des élites, si vous voulez, culturelles ou économiques. Et nous, on a commencé à faire toutes les musiques du monde, musique arabe, musique africaine, musique populaire aussi. Même si on a une formation classique, mais on a transformé les artistes en des artistes qui ont la capacité de se connecter à la réalité. Et le problème d'aujourd'hui est d'avoir perdu le contact avec le public. On a de la chance en relation à des autres institutions parce qu'on peut enregistrer. Donc on a fait beaucoup d'enregistrements, beaucoup de DVD. Mais la tristesse de terminer une représentation sans avoir l'applaudissement du public, sans même savoir si nous on a bien travaillé parce qu'on termine la dernière note et la femme ou l'homme qui donne le tchac final dit tchac. Et c'est fini, mais on ne sait pas si on a bien travaillé. Au contraire, nous, on est des animaux de scène, qu'on sait parfaitement quand on termine un concert, si le concert est bien fait ou non, parce qu'on peut comprendre si l'applaudissement du public, c'est par pitié. Beaucoup de fois, elle peut passer. Par convention. Oui, compassion. Ou c'est un vrai applaudissement. Par pitié que par convention. C'est quelqu'un qui dit merci, vous m'avez touché dans l'âme. Et donc on est dans un état plutôt de dépression plutôt fort, mais on a des avantages énormes aussi parce qu'on travaille. C'est-à-dire moi aujourd'hui, j'ai répété avec mes artistes. Le problème est qu'on répète sans un objectif, c'est-à-dire on ne sait pas si la semaine prochaine on fera un concert, si on enregistrera. Mais la chose plus importante pour moi est que quand on travaille pour un théâtre public, on doit assumer un rôle public fort, c'est-à-dire avoir les rêves de changer la réalité dans laquelle on vit. Je ne sais pas si c'est possible au final, mais avoir les rêves et les premiers objectifs. C'est ce qui vous est arrivé, vous aussi. Le rapport à la musique, c'est un changement ou c'était défini d'avance par les origines, les parents? Est-ce que vous étiez destiné à la musique ou pas? J'ai commencé les deux carrières et je m'occupais d'étudier l'histoire. Mais j'ai commencé comme musicien à 8 ans, comme tout le monde. Et après, dans l'église, j'ai découvert à 12 ans que je pouvais diriger. C'était pas mal, c'était une belle sensation. Et c'était mieux diriger que travailler. Donc, j'ai développé la direction à partir de 14 ans. Et après, j'ai commencé à faire mes voyages partout, à partir depuis que j'avais 25 ans. Ah ouais. Mais surtout, j'ai lutté beaucoup pour accepter d'être un musicien professionnel parce que j'aimais beaucoup les côtés pédagogiques de l'histoire. C'est-à-dire, je rêvais d'être un petit professeur d'un petit village d'histoire, comme ma mère, parce que je suis né d'un petit village dans le sud d'Italie, une zone très pauvre de l'Italie. Mais après, la vie m'a poussé, m'a beaucoup aidé. Alors c'est le curé qui a joué son rôle là où c'est l'aspect qualification, l'envie de diriger, tout ça, c'est dû à des organisations liées à la religion catholique, au curé ou à d'autres façons? En Italie, vous savez, nous on a une relation très forte avec la religion, on est tout catholique pour habitude, si vous voulez. Et dans les églises, il y avait deux chœurs, donc j'ai commencé. Après,
Un artiste doit avoir toujours un ego plutôt grand parce que c'est complexe d'aller sur scène. Donc si tu as un ego important, qui peut tomber facilement dans la pathologie aussi. Mais après, sinon, c'est très complexe de gérer l'attention et d'aller faire un spectacle vivant face à 2000 personnes, à 3000 personnes. Mais oui, on a commencé à l'église et c'était pas mal même l'attention. Comme les Rolling Stones. Oui, que le public dans l'église, c'est pas un public facile. Hein. Ils sont critiques aussi. Hein. Et on est resté beaucoup avec les personnes qui sont venues nous voir sur cette idée du déclic, enfin, du moment où une trajectoire change, où il y a une décision, une volonté, une possibilité d'aller vers la musique. Et pour vous, est-ce qu'on peut en parler? Pour arriver à la Rock School, on peut y rentrer facilement, mais pour y rester, c'est pas si simple. Moi, du coup, j'ai fait des études de médiation et d'organisation de projets culturels. Et d'ailleurs, j'ai terminé mon master à Buenos Aires, donc je connais un peu l'Argentine. J'adore ce pays. À quelle époque? C'était en 2015. Et en fait, j'ai eu la chance d'être prise en service civique à la Rock School. J'avais déjà très envie de travailler dans le milieu musical. C'est quelque chose qui est resté vraiment en arrière-plan pendant des années quand j'étais en licence et en master. Donc j'ai fait des stages et je suis arrivée à la Rock School en service civique. Et j'ai eu la chance d'y rester. Donc ça fait maintenant 5 ans que j'y suis. Et je m'occupe de la transmission parce qu'on a une école de musique à côté de la salle de concert, donc qui est liée à la salle de concert. Et on a 500 élèves. Et j'ai de la chance parce qu'en ce moment, c'est un des seuls pôles de la Rock School qui fonctionne. Avec les petits? Avec les enfants seulement, parce que les mineurs, on n'a pas le droit, malheureusement. Les majeurs, on n'a pas le droit, malheureusement. Donc j'ai toute la partie transmission, une partie de l'école de musique qui fonctionne encore en ce moment. Et j'ai aussi toute la partie action culturelle qui marche parce qu'on a des super partenariats. Et on a le droit de faire des ateliers auprès des enfants. Donc j'ai de la chance parce que moi je travaille et ça sauve quand même pas mal mon quotidien parce qu'en dehors du boulot j'ai pas grand chose à faire malheureusement. Enfin on a envie de faire des choses mais on peut pas. Et du coup c'est chouette pour moi de continuer à avoir ce travail et surtout d'être payé parce qu'on connaît quand même pas mal de gens qui n'ont pas de salaire. D'ailleurs c'est effectivement difficile. Ouais. Donc moi je suis arrivée comme ça et la musique je suis dedans depuis que je suis petite. Mes parents sont pas musiciens mais sont très fans de musique. Alors quel est votre héros en musique? Moi? Héroïne. Héroïne, ouais, je bien excusez-moi. Non, héroïne. C'est une super question. J'avoue que je me suis pas. J'aime le choix entre Billie Holiday, Janis Joplin et quelques autres. Je pense que je pourrais y répondre dans quelques heures. Il y en a trop. Bon, ouais. c'est pas grave. Et pour vous, Blandine, comment vous êtes arrivé Moi, j'ai une famille de musiciens et de musiciennes et de danseurs, danseuses et de peintres et plein d'artistes. Et donc ça m'a... L'héritage. Ouais, il y a pas mal d'héritage, mais après, je pense que plus que la manière dont on m'a mis à la musique, on m'a beaucoup appris à m'ennuyer et à du coup à prendre ce temps-là pour la création. Mais là où je me suis vraiment dit que ce serait mon truc, parce que finalement j'étais partie aussi pour faire des études, moi j'ai fait des études d'anthropologie et de sociologie. Et j'ai eu un groupe de pop rock quand j'avais 16 ans. Et j'ai fait mes premières scènes et j'ai beaucoup trop aimé. Donc je me suis dit que ça me quitterait jamais parce qu'après en vivre vraiment, ça fait qu'un an que j'en vis vraiment. Salvatore, vous avez dit tout à l'heure quelque chose à propos de l'ouverture de la musique classique ou de l'opéra à d'autres univers. Pour casser un peu la représentation qu'on peut en avoir d'une action élitiste, tout ça. Cette idée-là de l'ouverture, elle vous est arrivée ici quand vous êtes à Bordeaux, ou c'est quelque chose qui sommeillait en vous, et comment vous êtes arrivé à vous dire mais non, il faut changer ça? Non, elle est née à Buenos Aires où j'ai travaillé 5 ans, depuis 2004-2009. Et vous savez, le théâtre Colón de Buenos Aires, c'est un des théâtres plus beaux au monde, plus grand que l'Opéra de Paris, pour vous donner une idée.
Mais la société qui a accès au théâtre est l'autre société de Buenos Aires qui a une richesse qu'on ne peut même pas imaginer. J'étais régulièrement invité après de la soirée et je me trouvais dans des maisons de, je sais pas, de 40 millions de dollars, 50 millions de dollars. Mais à 2 kilomètres du théâtre Colón de Buenos Aires, il y a une autre ville qui s'appelle Villa 31, Ville 31, où il y a tous les pauvres, c'est-à-dire tous les salariés qui n'ont pas la possibilité de faire la location d'une maison et qui vivent dans des maisons vraiment très, très complexes comme des favelas du Brésil. Donc à ce moment, il y a été un choc culturel pour moi parce que c'est la première fois que j'étais en contact avec cette réalité. Et je pensais de faire de l'opéra avec des enfants dans des écoles que ici en France vous appelez l'école REP. Mais l'école REP des Français sont Oxford en relation à les écoles que j'ai trouvées. C'est-à-dire, j'ai fait des concerts dans des écoles, il n'y avait pas de portes, il n'y avait pas de banques, il n'y avait rien. Il y avait des enfants complètement abandonnés, sans famille, sans rien. Vraiment une situation complexe. Et j'ai trouvé, quand on commençait à faire la musique, un Barbiere de Séville, quelque chose, même la musique classique, qu'on dit, on ne peut pas comprendre, non, et les enfants restaient vraiment très, très touchés, parce que j'avais pensé une chose, si on fait un concert passif, on ne restera rien. On va aller un mois avant du concert, on fait construire les enfants avec des matériels recyclables, les scènes, donc on va expliquer quel est le gaspillage des ressources au monde. Les enfants ont construit les scènes et on a fait pas mal de concerts. Et après, je suis allé partout l'Argentine. L'Argentine est grande comme l'Europe. Et j'ai trouvé donc... j'avais un vrai choc parce que j'étais vraiment très élitiste. C'est-à-dire, j'avais toujours fait mes concerts dans des grands théâtres avec un grand public, les soirées de gala, les champagnes et toutes ces choses horribles que maintenant je ne supporte pas plus, mais que j'ai goûté pour 4-5 ans. Et là-bas, à Buenos Aires, j'ai trouvé un autre public. Donc, le choc était que le problème, c'est vraiment l'accès à les théâtres. Et il y a un accès économique, c'est-à-dire, nous, on fait les concerts du Caire à 10 € et 1 € si tu as moins de 28 ans. Donc, mais un jour, je suis sorti du théâtre de Bordeaux et une femme m'a dit... j'ai dû choisir entre les deux programmes que vous faites cette semaine. J'ai dit, mais non, mais c'est intéressant les deux. Oui, mais je n'ai pas les 10 € pour les deux concerts. Et donc, je trouve que c'est injuste pour moi, mais c'est une polémique qui est déjà perdue à l'avance, mais je la fais aussi. Je trouve injuste que dans le théâtre public, les prix est égal pour tout le monde. C'est-à-dire, moi, je trouve injuste que je dois payer 10 € pour un concert et un autre doit payer 10 €, parce que 10 € peut-être que pour moi, c'est rien, et c'est vrai, parce que j'ai un très bon salaire. Mais peut-être que 10 € pour notre, c'est beaucoup. Et donc là, l'État doit vraiment intervenir. L'erreur que fait l'État, en général, et pas seulement en France, en général, va construire un énorme théâtre, avec, nous sommes 400 salariés, avec toutes les spécialités, et après, on ne donne rien à qu'un budget pour pouvoir faire une vraie politique d'accès à la culture. Et donc, nous, on est obligé à mettre, dans les milieux du monde, on a un concert à 10 €. Tout le monde peut dire 10 € c'est rien, mais 10 € fait aussi la différence. J'aimerais plutôt un concert, diriger un jour un concert, où quelqu'un comme moi doit payer 28 €, quelqu'un doit payer 4 €, et j'ai fait une provocation une fois un jour, peut-être que quelqu'un doit payer rien, non, le théâtre payera 4, 5, 8 € à cette personne pour entrer au théâtre. Comme une carte, comme construire une carte d'accès à la culture. C'est-à-dire, tu recharges cette carte, et plus tu es pauvre, plus tu es marginé, et plus je te recharge cette carte, parce que tu seras un citoyen meilleur. Quand j'ai dit cette chose, tout le monde me dit c'est beaucoup d'argent. Mais écoutez, en Italie, nous, on a acheté, la semaine dernière, l'Italie a acheté des avions de guerre qu'on n'utilisera jamais. Vous imaginez, si l'Italie entre en guerre contre la Russe, quelle importance aura avoir 4 avions ou 8? Chaque avion, c'est 300 millions d'euros. Peut-être que le coronavirus nous oblige tous, et je suis un libéral, je ne suis pas révolutionnaire, mais peut-être que nous obligera tous à commencer vraiment à mettre les vraies priorités. Et là, l'Argentine m'a vraiment donné cette idée d'une énorme discrimination, parce qu'il y avait cette grande société qui allait au théâtre, et après, il y avait 45 millions de personnes qui ne sont jamais entrées au théâtre Colón parce qu'il n'y a pas l'accès. Et même quand on faisait des concerts gratuits,
le public pensait que ce n'était pas pour nous. C'est pour l'élite. Et ce n'est pas les artistes. Les artistes n'ont pas tout le monde a la même sensibilité. Donc à partir de ce moment, j'ai accepté Bordeaux. Quand je fais mon entretien, mon concours international, je dis, just accepte si vous faites une politique des prix plus populaires pour le Conseil du Caire. Et donc aujourd'hui, on fait entre 16 et 20 concerts à un prix extrêmement populaire. Mais je ne suis pas content parce que j'aimerais plutôt un prix différencié. Il y a pas mal ça quand même dans pas mal d'institutions aussi en France, après surtout à Paris où il y a plein de théâtres ou même sur présentation par exemple de demandeurs d'emploi, l'accès est gratuit ou alors c'est moins cher pour les différents salaires. Après même par exemple c'est plus aussi des fois à qui s'adresse la culture. Et par exemple, on le retrouve dans des quartiers populaires autour de Bordeaux. Enfin, moi, j'ai grandi dans une cité où juste à la sortie, il y a une médiathèque. Et toutes les personnes qui fréquentaient la médiathèque, c'était pas les personnes de la cité, alors que c'était juste à la sortie, quoi. Mais pourtant, il n'y avait pas une politique de discrimination directe. Hein, mais je pense que tout le système fait que les personnes ne se sentent pas concernées, et ne se sentent pas à l'aise, elles ne font pas cet endroit lieu, donc il faut carrément des politiques de médiation culturelle qui les forcent à mettre les pieds dedans, à dire c'est à vous. Je pense que c'est cette question-là qu'il faut se poser, c'est comment faire en sorte que les gens se sentent les bienvenus dans ces lieux-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire à la Rock School, parce que même si c'est un lieu qui est hyper connu depuis des années, depuis des dizaines d'années même, j'ai envie de dire, il faut que les gens se sentent les bienvenus, et c'est pour ça qu'on est ouvert en temps normal du lundi au dimanche et qu'il y a des gens qui sont là pour accueillir les gens qui veulent faire de la musique, qui en ont jamais fait mais c'est pas grave, et voilà. Et on fait aussi des concerts à 0 € à la Rock School quand on peut, mais là Salvatore dit le rêve de changer la réalité dans laquelle on vit. Oui. Il y a effectivement la dimension économique, mais il introduit une autre dimension, c'est qu'ils vont aller jouer, ils vont aussi interpréter ou aller explorer d'autres univers culturels. C'est-à-dire que intéresser les gens, c'est peut-être pas seulement que la question économique, mais c'est aussi quelque chose qui soit en lien avec leur univers culturel. Et c'est une image cliché qu'on a de la musique classique. Quand Schubert a fait sa musique, c'était pour prendre de la bière avec des amis, avec un piano. La musique, l'opéra est né pour le peuple. C'était le cinéma populaire de l'époque. Après, une élite culturelle l'a construit dans un événement où on va discuter du business. Et donc, tu as besoin des grands théâtres de l'Opéra de Paris, tu as besoin du Théâtre Colombe, parce qu'on ne veut pas l'opéra en réalité. En réalité, l'opéra se transforme dans une chance pour se montrer à la société, on met son smoking, on se démontre quelqu'un d'important, et après on parle du business avec une autre chose. Nous, on doit détruire et rapidement ce modèle, parce qu'on ne peut pas attendre la prochaine génération. C'est vrai que la prochaine génération sera mieux. C'est comme, par exemple, les femmes dans la musique. C'est vrai qu'on est dans une situation meilleure en relation à 2011, on sera mieux, et 2031 sera mieux que 2021. Non, je suis sûr parce que c'est un thème qui est en évolution. La chef de chœur aujourd'hui de l'Opéra de Paris, c'est une femme. C'est la première femme, c'était nommée la semaine dernière. La chef de chœur de Radio France, c'est une femme. Donc ce sont les deux places plus importantes. Sur les longues périodes, c'est clair, les femmes sont plus étudiées, ils sont mieux préparées, ils sont plus, donc on arrivera. Le problème est que nous, on ne peut pas attendre le 2031, parce que le 2031, jusqu'au 2031, il y aura toute une génération qui sera perdue. Et je fais un exemple political incorrect, par exemple. Au théâtre de l'Opéra de Bordeaux, moi je suis en CDI, donc si je ne vais pas mourir, je ne ferai pas une bêtise, je resterai chef de chœur jusqu'à la retraite. Le directeur du ballet est un homme, lui ira à la retraite à 10 ans. Aujourd'hui, la place de directeur d'orchestre est libre, c'est-à-dire on fera un recrutement. Moi, je ne suis pas disponible à l'hypocrisie de dire on fait un recrutement et après on va aider une femme pour la mettre comme chef d'orchestre. Moi, je suis plutôt pour être clair. Et on a déjà 2 directeurs artistiques qui sont des hommes. La chef de l'orchestre sera une femme. Et l'orchestre, par exemple, a donné 4 noms à la direction. On aimerait que vous choisissiez entre ces 4 noms. Il y a 4 hommes. C'est normal parce qu'ils sont tous des hommes de 50, 55 ans, 60 ans. Et où est le problème? Vous avez des femmes qui dirigent, mais ce sont des femmes déjà de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a déjà obtenu un pouvoir, donc c'est plus facile de l'appeler. Mais où sont tous les autres? Donc moi, je ne suis pas pour dire discrimination positive, entre un homme et une femme égale, ou mettre une femme. Non, faire une analyse. Aujourd'hui, il n'y a plus des hommes qui dirigent des opéras,
Si on doit faire un concours, comme sera l'opéra de Bordeaux, on fait un concours pour une femme. Et quand on sera en équilibre, 50-50, les prochains concours pourront être libres. Est-ce que ça vous convient, cette réflexion? Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a un gros, la seule chose qui peut changer la donne, c'est la question de la représentation, mais pas que pour les femmes. Comme l'Opéra de Paris est en train, dans ce moment, de se poser des graves questions sur la mixité, même de couleur de peau, sur tout l'héritage qu'il y a. Et évidemment qu'en forçant et en mettant des personnes qui peuvent représenter toutes les catégories, ça va aller vers du mieux. Parce que balancer des chiffres, évidemment, bien sûr, on a vu, il y a eu un gros rapport justement sur la position des femmes en 2017 par le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes français, et les chiffres sont drastiques, et puis ils ont été dénoncés en 2017, et en 2019 les chiffres ont reculé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de politique qui force, on est obligé de forcer tant qu'il n'y a pas l'équité, la parité, tant qu'il faut forcer les chiffres. C'est la faute de l'État, hein, pour exemple. Oui. Là, c'est très clair. Les derniers concours de l'Opéra de Paris pour le directeur général, il y avait dans la shortlist 9 hommes et une femme. Donc, déjà, c'est pas équilibré parce qu'on peut imaginer 6 à 4, 5 à 5, 4 à 6. La seule femme qui était présente, qui était l'ancien chef de l'opéra de Barcelone, a renoncé parce qu'elle a compris rapidement qu'elle avait aucune chance, donc elle a renoncé. Elle a compris qu'elle était dans la liste pour Galerie, pour dire qu'il avait une femme, donc ils sont restés avec 9 hommes. Bon, moi, si je suis le ministre des Cultures, et j'assume, désolé, moi je ne suis pas français, donc quand je fais l'entretien, tout le monde me dit parle de ton pays. Ok, l'Italie est pire, j'ai l'abandonné, que je dois faire plus. donc c'est pas pour dire que l'Italie est mieux, l'Italie est pire, et c'est la raison que j'ai l'abandonné. Ok, donc à côté de cette idée. Donc si je suis un ministre des Cultures, parce qu'au final c'est le ministre des Cultures qui doit valider un concours d'un opéra national, et je me trouve avec une shortlist de 9 hommes, j'annule le concours. Ici, c'est facile. Après, si j'ai 10 opéras nationaux en France, je ne sais pas si ce sont 7, 8, 9, mais la majorité sont dirigés par des hommes. Donc, nous, on doit avoir le courage d'anticiper l'histoire. Ce qui sera interdit et annulé par le Conseil d'État, mais... le Conseil d'État, et moi, j'aimerais plutôt... C'est vrai que la question serait plutôt moins le ministre que la capacité des uns et des autres, de nous tous, en tant que citoyens un peu organisés, effectivement, de poser la question dans l'espace public, de la mettre au goût du jour, et de dire qu'on est attentif et qu'on réagira à des mauvaises décisions, exactement, pour aller dans le sens que vous dites. Sans toucher les côtés économiques, on ne changera rien. Moi, si je suis un jour, je ne serai jamais, donc je peux dire n'importe quoi. Si je suis un ministre, je dis à les maisons d'opéra qui ne respectent pas la mixité entre les femmes et les hommes, si vous avez 15 millions d'euros chaque année, l'année prochaine vous aurez 7. Et vous verrez que les concours changeront rapidement. Ça, c'est déjà possible. Et c'est ce que met en place le CNM. Alors, je ne sais pas, le CNM, comment il agit sur le monde de la musique classique, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les musiques actuelles, c'est devenu une condition là, cette année. Et ça va changer drastiquement. Alors, j'ai eu ce débat la semaine dernière avec une personne qui me disait que c'était des mesures qui étaient punitives. J'étais pas du tout d'accord dans le sens où mais si on ne force pas, ça ne changera pas. Donc et après, bien sûr, ça ne suffit pas, il faut que ça s'accompagne avec d'autres politiques évidemment sociales et d'autres organisations pour pas que ça soit on espère que ces mesures, elles sont là que pour un temps. Mais elles ne suffiront pas si les personnes qui sont visées par ces politiques prennent pas encore aussi la place, parce que nous aussi, ce qu'on se rend compte au sein de notre organisation, Pitches and Witches, c'est qu'on a pas mal de musiciennes ou de musiciens qui prenaient pas une place, ou justement parce qu'ils ne se sentent pas concernés, alors qu'en vrai, pourquoi toi t'as pas appelé déjà tel SMAC ou telle chose pour présenter ton projet à tel niveau, au niveau artistique où tu en es, c'est professionnel, sauf qu'en fait ces personnes ne se sentent même pas ciblées, concernées, parce qu'il n'y a pas eu non seulement la représentation, mais en plus aussi tout un tas d'histoires personnelles qui va avec un contexte systémique qui fait qu'elles s'excluent en fait. Donc il y a un travail dans... Ce qui est drôle, Salvatore, ce que je trouve drôle, moi, avec mon âge et mon expérience, c'est que cet enjeu de reconnaissance de la culture de l'autre,
et en particulier de la culture liée à son genre, mais ça peut être aussi sa couleur, de cette histoire personnelle. Cette idée de reconnaître les droits culturels des personnes, donc qu'ils se reconnaissent, qu'ils aient le droit de discuter, de venir poser des projets, qui sont à l'égal des autres dans la négociation. Cet enjeu des droits culturels, il est sur le papier, dans les conventions des grandes maisons labellisées, et en particulier l'opéra, et il est dans l'article 1er du CNM. Et curieusement, cet enjeu de dire, bon, si on repensait tout ce que vous dites dans le cadre du référentiel des droits culturels, ça ne se fait pas. Donc il y a encore un combat un peu à faire pour effectivement qu'il y ait une cohérence entre des énoncés comme ça et puis des pratiques. Bon, ça va venir, mais pour l'instant, il y a déjà le mot. Mais je suis très inquiète quand on parle sur la longue durée, iranier. Et 10 ans avant, c'était impossible de penser qu'un chef de chœur de l'Opéra de Paris, c'était une femme. La semaine dernière, on nommait une femme. C'était impossible. Le problème, c'est que la longue durée a un prix très cher. On doit être après disponible à sacrifier une génération. On a déjà sacrifié beaucoup de générations. C'est le moment d'accélérer, mais accélérer à 200 km. Pas plus d'aller sur la longue durée. Sur la longue durée, l'histoire déjà fera son travail. Mais c'est trop cher les prix que les femmes paient dans la C'est aussi pour ça que dans les discussions précédentes, Cher émettait l'idée que, par rapport à tout ce qu'on peut dire ailleurs, convaincre les uns et les autres, l'idée d'expérimentation pourrait peut-être permettre d'accélérer, c'est-à-dire d'avoir des situations qui soient tellement exemplaires, on donne les moyens d'une expérimentation, celle que par exemple que vous soulignez, et le côté exemplaire peut faire des petits après, parce que justement ça devient réel. Peut-être qu'il faut qu'on reprenne cette idée d'expérimentation pour aller plus vite, parce que si on attend les logiques de recrutement, les logiques de statut, les logiques... C'est vrai que ça... Je ne verrai pas ça. Mais ce n'est pas compliqué, c'est une analyse de la condition actuelle. On prend de toutes les institutions culturelles, on fait les chiffres, et quand une place se libère, et voilà, et si vous avez dans cette institution 9 hommes et une femme, et se libère une place de les 9 hommes, moi je ne trouve pas juste, parce qu'après on doit faire des concours faux. Et là, je ne suis pas d'accord. Moi je me trouve beaucoup de fois dans des concours d'où on dit oui, mais c'est mieux qu'on va choisir une femme pour être correct. Non, moi je dis au début, on doit dire cette place sera consacrée parce que dans cette maison on n'a pas d'équilibre. Parce que là on entre dans la contradiction avec soi-même. Si on veut avancer, il faut le dire un peu autrement, parce que si c'était dit comme ça, ce serait tellement anticonstitutionnel que de toute façon ça ne changerait pas. Par contre, si on rentrait dans la catégorie expérimentation, en liant par exemple à tout ce que vous avez dit avant sur, c'est pas simplement la question de présenter un concert, c'est aussi avant le concert, quelle relation on a avec des enfants, avec des élèves, comment on leur parle. Moi j'appelle plus ça la médiation, mais appelons ça médiation pour l'instant. C'est-à-dire quelle est la relation avec des personnes, parce qu'on n'arrive pas effectivement dans une grande salle. J'ai un souvenir terrible. J'avais été à une avant-première, qu'on appelle ça à l'opéra à Bordeaux. Et puis, il y avait plein d'enfants d'école qui étaient là, qui s'agitaient. Et puis, il y a une dame qui est arrivée, et elle a dit, chers enfants, bon, vous n'êtes pas habitués à venir à l'opéra, alors je vous le dis, hein, il ne faut pas applaudir après chaque chanson. Il faut applaudir qu'à la fin. Vous avez bien compris? Vous vous rendez compte? C'est un vrai problème. Moi, c'était terrible tout d'un coup. J'ai commencé tous les concerts, dit faites comme vous voulez, si vous étiez des... L'opéra est né. En criant. L'opéra est né. Il est dit rock'n'roll. Giuseppe Verdi, quand faisait les débuts de son opéra, lui était obligé à sortir 18 fois, 22 fois, 25 fois dans la soirée. C'est toute cette mythologie qui s'est construite autour de ce rôle magique de le chef d'orchestre qui doit être inspiré et rester dans son silence, dans cette phallocratie qui a géré l'opéra pendant les années 60 et 70. Après, je comprends votre argument constitutionnel, hein, je ne suis pas stupide, mais je pense qu'on doit entrer dans l'époque des révolutions. Les révolutions ne peuvent pas être trop politically correct, parce que sinon on passera 20 ans, 25 ans. C'est pour ça que la ville de Bordeaux pourrait demander à faire des expérimentations, par exemple, en tant que nouvelle politique, et jouer sur cette carte-là pour avoir un peu la possibilité de montrer que c'est possible et que c'est tout à fait pertinent. Pardon. Oui, non, oui, je disais, non, en plus, c'est la Constitution en soi, elle est hypocrite de jouer sur un utopique qui ne différencie pas les genres, les couleurs, qui ne voit pas
Enfin, c'est tout ce que je voulais dire. C'est l'égalité Pour formelle, on appelle ça. Oui, l'égalité l'universalisme, formelle. l'humanisme français. Je trouve assez intéressant On a fait de l'anthropologie, le débat, parce que justement, moi j'ai Parlons de l'habitude, on a l'habitude de dire nul n'est prophète chez soi, mais on a besoin aussi chaque fois quand on est chez soi d'avoir la cigale dans la fourmilière, c'est-à-dire l'étranger qui arrive et qui, il n'est pas prophète chez lui en Italie, mais il vient quand même remettre les choses, et justement parce qu'il a fait aussi un parcours à travers d'autres pays qui l'ont amené à ça. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il n'est pas, il dit qu'il est libéral certes, mais il n'est pas que sur le slogan, il fait des préconisations, et je trouve que c'est intéressant. Et moi je voudrais aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, l'opéra à la base c'était populaire, etc. Et tout ce qu'on joue dans la musique classique, effectivement daté, et donc certaines personnes qui n'ont pas cet univers-là, ni dans la socialisation, ni dans l'acculturation, n'entendent pas nécessairement le fond et donc n'entendent pas la forme. Donc au-delà d'interpréter des morceaux ou des morceaux, des chansons africaines ou autres, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée de créer est-ce qu'on est dans la non-création, on fait que l'opéra classique, ou est-ce qu'avec la forme, on peut créer aussi des choses qui résonnent avec notre monde, quoi. Mais l'opéra est création. Nous, par exemple, avec lesquels on a fait les derniers concerts, c'était un concert de musique africaine. C'était toujours qu'on veut faire avec un instrument culturel. Si nous voulons transformer l'opéra en général, je ne parle pas seulement de l'opéra de Bordeaux, dans un muséum, ok, on a les tableaux clairs, on sait que c'est Mozart, Verdi et tout ça. Il y a 5 cycles de musique, il y a toute la musique contemporaine, il y a toutes les choses. Les seules choses qu'on doit faire est expliquer à les artistes qui travaillent pour un théâtre public, vous avez une mission d'acteur culturel. Donc, votre jet d'études était bien sûr la musique classique, mais vous êtes préparé pour faire n'importe quelle musique. Nous, on a fait un concert avec un groupe de Bordeaux qui s'appelle Odezan. Magnifique, on a fait l'expérience, on a répété. C'est un langage nouveau. Pour Odezan, c'était magnifique parce que c'est travailler avec un chœur classique. Pour nous, c'était la même chose. On est allé à l'université de Bordeaux avec un DJ qui a fait un morceau avec nous. Ob Simon, je pense qu'il s'appelle aussi. On a fait toutes les expériences possibles et imaginables avec un seul objectif, démontrer que l'opéra c'est simplement l'édifice où nous, on peut après développer une politique culturelle. Et là, c'est le rôle des élus, c'est-à-dire, moi je peux proposer, madame peut proposer tout qu'on veut, mais si quelqu'un a vraiment s'est présenté au public pour être voté comme un élu, c'est lui qui a la responsabilité après de dire, moi je veux un changement. Les changements lents ne servent à rien parce que les changements lents obligent des générations à souffrir. Il ira mieux parce que nous, on sera toujours mieux. Et peut-être qu'après, si on a un chef de chœur comme à l'Opéra de Paris, femme, sera plus sensibilisé à prendre une pianiste femme parce qu'elle peut comprendre la souffrance et donc sera plus ouverte qu'un homme. Mais c'est trop lent. Donc moi, je n'aime pas plus, j'ai 47 ans, je n'aime pas plus les discours. Lentement, inquiète pas, on doit respecter. Non, c'est le moment. Alors, par exemple, 2021. en Belgique, il y a un orchestre, je crois que c'est l'orchestre de Liège, si ma mémoire est bonne, où le directeur a décidé que son orchestre, avec tout ce qu'il a, ce serait un orchestre ressources. C'est plus un orchestre qui fait sa musique, il est ressources, et donc il ouvre des négociations à partir de ce qu'ils sont comme ressources, avec les écoles, avec d'autres musiciens, etc. Et donc c'est un lieu de négociation où, alors si on ne trouve pas sa place dès demain matin pour faire la musique techno, la musique africaine, ça sera un peu plus tard, c'est l'ouverture d'un droit de négociation sur l'usage, sur l'utilisation de toutes les compétences. À côté de son programme classique. Il a son programme, mais c'est une ressource ce programme pour les spectateurs qui adorent cette musique-là, mais il ne s'enferme pas dans ces mois et pas autrement. C'est évidemment, quand on a 400 salariés, 400 danseurs, musiciens, etc., on peut se permettre, comme à Bordeaux, de dire oui, je suis une ressource. Alors après, c'est des lieux de négociation, en fait. Mais comme la Rock School est aussi un lieu ressource. Et comme vous l'êtes vous aussi, parce que j'ai bien compris, le week-end, vous étiez un lieu ressource, votre équipe était un lieu ressource pour des femmes, en l'occurrence, ou en tout cas
pour des personnes, comme vous avez dit, de genre minoré. Oui. Quelle belle expression. Est-ce qu'on peut aller, d'ailleurs, parce qu'il a posé le rêve de changer la réalité dans laquelle on vit, et il donne des exemples. Et vous, dans votre projet musical artistique, c'est quoi les enjeux autres qu'artistiques? De toute façon, oui, comme on en parle depuis tout à l'heure, la musique, elle se lie à tout, hein, en politique, etc. Mais c'est un peu compliqué comme question. Comment repartir? Ouais, j'ai répondu. Oui, non, les enjeux... non, je sais... Quand on parlait de genre, oui. Voilà, comment ça résonne, voilà, explicitement, c'est quoi? En fait, explicitement, c'est que de nos expériences, il y a nos expériences personnelles, et puis après, évidemment, il y a toutes les études sur lesquelles ces dernières années qui ressortent encore plus sur la présence. Mais quand on parle de minorité de genre, on dit vraiment minorité de genre parce qu'il y a les femmes, mais il y a aussi les personnes transgenres ou les personnalités non binaires. Justement, on essaie un peu de casser l'idée du simple binaire homme-femme. Donc, il n'y a pas que des femmes dans Peaches and Witches. C'est très important à dire parce que même sur cette question-là, c'est encore plus difficile d'aller chercher des personnes transgenres qui vont se demander mais quel féminisme défendez-vous? Est-ce que vous êtes est-ce que vous pensez que le sexe est assigné au genre à la naissance, etc. Bien sûr, nous on a un espace de passage, donc c'est à créer un espace ponctuel et extraordinaire. Où des personnes qui peuvent se sentir pas légitimes ou discriminées par leur genre vont avoir un espace pour se sentir s'exprimer librement, tester des choses, où c'est pas juste non plus des premières personnes, parce qu'en fait on a toutes sortes de parcours. On a des personnes qui ont 15 ans d'intermittence derrière elles, et puis d'autres personnes qui viennent juste de commencer ou qui n'ont jamais osé, pour qu'il y ait une sorte de transmission, d'échange qui puisse se faire. Et en fait, dans l'idée, justement, c'est de pouvoir créer un réseau et aussi de pouvoir donner une certaine confiance pour que, en dehors de cet espace-là, ces personnes-là se recontactent et justement créer de la mixité, en fait. C'est qu'en fait, on se rend compte que c'est bien, justement, de se dire on va aller chercher des institutions qui vont dire on n'a pas assez de femmes, maintenant on oblige qu'il y ait tant la parité que ça. Mais c'est vrai que quand on regarde dans les musiques actuelles aussi à Bordeaux, si on fait l'état de combien, par exemple, il y a de femmes ou de personnes transgenres ou non-binaires dans les groupes, il y en a beaucoup moins. La proposition de base, elle est beaucoup moins. Donc comment on fait, en fait, et quels sont aussi les obstacles? Et là, les études montrent que dans les écoles de musique, jusqu'à 18 ans, il y a la parité. Déjà, si on pense façon binaire, homme-femme, il y a la parité. Mais jusqu'à entre 18 et 25 ans, elles disparaissent. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'elles disparaissent? Qu'est-ce qui fait qu'au moment de la professionnalisation, elles disparaissent? Et donc on essaie de créer des espaces où il ne va pas y avoir de sentiments soit de paternalisation, soit de censure, soit d'autocensure, avec le moins de risques. Évidemment, c'est pas le paradis, donc forcément, même dans ces groupes-là, il peut y avoir des nouvelles discriminations qui peuvent se recréer. Mais on essaie de libérer aussi une parole, parce que d'expérience personnelle, et puis en parlant aussi à plein d'autres de musiciens et de musiciennes, c'est vrai que on peut se sentir censuré ou ancré à une certaine place, ou même si on te fait le chiffre, par exemple les chiffres de 2017 sur les plus gros festivals de France, c'est 25 festivals, le pourcentage de groupes paritaires ou à majorité féminine, c'est 3%. Donc là, c'est pas le nombre de femmes, parce que si on tombe sur le nombre de femmes, on est à plus de 15%. Mais par contre, à de groupes où il y a vraiment la parité, où il y a majorité de femmes, on tombe à 3%. Donc là, c'est quasiment inexistant. Et là, si on doit parler en plus de qui ne sont pas chanteuses, je pense que là, voilà, si on doit, voilà. Donc l'idée, c'est comment ça se fait que ces personnes-là soient aussi isolées. C'est-à-dire comment ça se fait que c'est toujours une femme dans un groupe d'hommes. Pourquoi elles ne se contactent pas entre elles? Quelle position, quelle concurrence aussi, parce qu'en fait, ça devient un critère aussi dans la musique. C'est-à-dire qu'autant on peut connaître beaucoup de concurrence entre bassistes, entre guitaristes, entre batteurs, mais on va trouver de la concurrence entre femmes, parce qu'en fait, on est appelé parce qu'on est des femmes aussi. Donc
C'est essayer de créer du coup un espace de confiance où il y a une solidarité qui est oubliée, qui se recrée, une parole qui se libère. Enfin, libère. Ben oui, bien sûr. On peut parler de liberté, parce que dans vos trajectoires les uns les autres, c'est le mot liberté qui est le mot le plus fort. C'est accès à des libertés, en passant par l'Argentine, en venant ici. Tout ce que vous racontez, c'est des actes qui mènent les personnes vers plus de liberté, d'expression, non ? Est-ce que c'est un mot qu'on peut utiliser? Personne ne l'utilise. Nous, on a envie de l'utiliser. C'est-à-dire que musique et liberté. Quoi. Et liberté, c'est un concept politique. C'est un concept politique dans lequel on peut tout mettre. Donc, c'est pour ça qu'on le définit. L'intérêt, c'est de cerner un peu quelle liberté. Quelle liberté. Quel sens a cette liberté. Moi, j'entends gagner en liberté dans ce que disait Salvatore. Moi, je pense que cette époque du coronavirus peut être une énorme opportunité. Pour remettre au centre les vraies nécessités, les choses qui sont importantes et choisir des conséquences après qui représentent cette nouvel espoir pour tout le monde. Je pense qu'on a perdu pas mal du monde, pas mal du temps pendant les derniers 20 ans. Je trouve que le coronavirus peut nous, j'espère, peut nous obliger à réfléchir. Mais je suis très inquiète, surtout quand on accepte la situation, parce que c'est toujours fait comme fait. Voilà, ça a été un peu reproduit. Et je pense qu'on doit prendre des décisions plus radicales. Sur les festivals, comme disait madame, s'il y a une présence du 3% donc des femmes dans des festivals, des choses ainsi, c'est très facile de faire changer la programmation. Ton festival programme les 3% des femmes, tu ne respectes pas la parité, ok. L'année prochaine, tu auras les 80% des budgets moins, et vous verrez que tous les programmateurs changeront rapidement. Moi, il y a une mainmise d'un business international sur les musiques actuelles qui est quand même un peu difficile à manier, à faire bouger. Mais c'est vrai que pour les politiques publiques, ça pourrait être plus affirmé. Mais aussi pour les musiques du monde, pour d'autres types de musique et d'autres types de personnes pratiquant ces musiques. On est quand même enfermé dans une histoire un peu lourde. Oui, dans les musiques actuelles, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que c'est moins formalisé entre les gens, entre les groupes, dans les formations. C'est moins contractualisé entre les personnes. Donc ça fonctionne plus par affect, par réseau d'affect, et forcément réseau d'affect fait par personnes qui se ressemblent, par personnes qui tiennent les pouvoirs, etc. Donc tout ça c'est sûr qu'il est à changer. C'est pour ça qu'aussi que les personnes concernées elles-mêmes doivent trouver des espaces pour s'organiser et pour pouvoir forcer soi-même son réseau, son pouvoir, etc. Moi, j'ai de la chance, par exemple, le chœur de l'Opéra de Bordeaux sont 20 femmes et 20 hommes, donc s'il y a la place libre est déjà désignée au début. Mais j'observe, par exemple, les fameux concerts qu'il y a de Vienne chaque 1er de janvier. Cette année était dirigé par Riccardo Muti. J'ai travaillé plusieurs fois avec lui. J'ai observé l'orchestre. L'orchestre de Vienne a une histoire noire sur le respect des droits. Vous savez que jusqu'à les années 60-70, il y avait des ex-nazis présents dans l'orchestre, donc aucun juif pouvait entrer dans l'orchestre. Aujourd'hui, aucune femme. Ils ont commencé à ouvrir, mais j'ai calculé que sur 100 musiciens qui ont fait le concert, il y avait 8-10 femmes. Donc, c'est très connu. Là, c'est l'État qui n'entre pas et qui va discuter. Écoute-moi, tu n'as pas une bonne représentation de la société, donc moi je t'aide pas. Après, si tu trouves un mécène qui aime un orchestre de 90 musiciens hommes et 10 femmes, tu es capable, tu le fais, mais sans l'argent public. Si on ne prend pas le courage de le dire, on perdra beaucoup de temps. Et on arrivera, peut-être que quand j'aurai 65 ans, je dirai ok, l'orchestre devient maintenant 15 femmes, c'est déjà mieux que 10. Mais on a perdu une génération. Donc là, la question que je fais à les femmes et les hommes de la politique, ils ont le courage d'accélérer, oui ou non? Parce que sinon, on fera toujours des congrès, on parlera, l'année prochaine sera 5%, après sera 6%.
Donc, la question est très facile aujourd'hui. Vous Vous voulez partagez accélérer sur ou non? l'enthousiasme. Non, mais moi, j'ai dit qu'on doit prendre une décision. Parce que... Complètement, mais aussi dans les décisions radicales, il y a aussi du coup pas hésiter aussi. Nous, on est aussi dans le truc de forcer les politiques publiques, et pour forcer les politiques publiques, il faut montrer que les personnes derrière, nous, on n'est pas des politiciens publics, on est là, on organise, et on leur dit, mais vous imaginez, ça fait que 2 sessions qu'on fait en moins de 6 mois, la demande qu'il y a, ça veut dire qu'il y a une lacune importante, et faut que vous nous aidiez. Il faut peut-être préciser, en dehors de la mesure radicale, je ne suis pas sûr que le maire prendra cette mesure radicale où il ira voir la ministre pour dire il faut que ça change, mais peut-être qu'on peut l'inciter, on est peut-être là pour ça. L'enjeu pour nous, c'était de recueillir effectivement, non pas des idées de plus, mais des volontés de changer. Monsieur, l'Opéra de Bordeaux était dirigé pendant les derniers 250 ans par des hommes. Oui. Okay? Vous ne trouvez pas normal que les prochaines, il y a un concours de recrutement qui se fera, ou le scandale qui sera la fin? Eh bien, c'est votre directeur, et il est peut-être directeur, il est peut-être Minkowski, est peut-être capable de... Minkowski a déjà terminé, lui terminera son mandat, on fera un concours de recrutement à l'Opéra de Bordeaux. Donc, la question que je fais à les autorités de Bordeaux, où est le problème de dire ouvertement, je ne suis pas d'accord dans les choses faites derrière un concours. C'est-à-dire, comme on a peur des conseils d'État, vous l'avez appelé, on fait un concours ouvert pour les hommes, mais c'est la femme qui va gagner. Et là, je ne suis pas d'accord, parce que c'est de l'hypocrisie. Où est le problème de dire, on a 10 opéras nationaux en France, 8 sont dirigés par des hommes, on n'est pas en équilibre. Vous n'y arriverez pas si vous ne faites pas changer la Constitution. Et pour faire changer la Constitution, il va falloir se battre quand même sérieusement. En tout cas, ce qui est légitime, ce qui est juste, c'est que dans les textes qui régissent les opéras comme les SMAC, ces questions-là sont légitimes à poser. Mais une loi ou des décrets, ça dort dans les tiroirs si personne ne ouvre le tiroir. Donc la question, c'est celle de notre présence ici ou ailleurs, c'est porter une parole dans la négociation publique. L'intérêt aujourd'hui, c'est que la nouvelle municipalité a décidé de faire un forum, d'ouvrir la parole. Donc au fond, nous, si on s'est lancé dans ces émissions, c'est pour retenir aussi ces paroles, les faire passer, les mettre en discussion et les nourrir. Mais il y a d'autres gens qui nourrissent des paroles qui ne sont pas les mêmes, qui sont inversées. Donc c'est tout le temps des négociations d'arguments, c'est jamais très facile. Moi, je retiens, par exemple, de vos discussions, c'est l'idée de trajectoire. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une politique publique pour permettre à des personnes de choisir des trajectoires, d'être plus libres dans le choix, alors soit de faire de l'opéra, soit de la musique du rap, soit d'autres musiques, et que cette idée d'une politique publique qui est attentive aux trajectoires des uns et des autres, qui apporte des ressources pour que les uns et les autres puissent changer, pas seulement être coincés là où ils sont. Pour moi, c'est une politique publique qui serait, ce que vous venez de dire à l'instant, c'est on voit qu'il y a une demande, enfin, il y a plein de personnes qui veulent entrer dans cette liberté-là, et ça pourrait être intéressant, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule combien de personnes à l'opéra. On calcule des petits, des vieux, des grands, des jeunes, etc. On calcule. Et on a perdu le sens de la relation, qui pourtant dans notre discussion est l'élément moteur d'un amour de l'opéra, ou d'un amour du rock, ou d'un amour du jazz, etc. Et passer du calcul de la quantité de personnes qui viennent ou qui ne viennent pas, à la question de la qualité de la relation. On essaye ça, on entend ça dans vos propos, en tout cas on l'entend. On a aussi une question qu'on a abordée qui est assez complexe, et on pense qu'avec l'intelligence collective et puis ce que chacun amènera, on arrivera peut-être à lui trouver un début de réponse. C'est ce qu'on a appelé essentiel non essentiel. Ah oui. Pourquoi on considère que la culture et les arts ne sont pas essentiels dans ces problèmes? D'autant plus que l'hypothèse que l'on pose, c'est qu'on nous a déjà imposé un mode d'appréhension de la crise sanitaire sous la métaphore de la guerre. On est en guerre et on sait très bien qu'en situation de guerre, le chef du gouvernement, les gouvernants, etc., ont tout pouvoir de dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon au nom de l'intérêt national, au nom de la défense nationale, au nom de la survie de la nation. Et donc il décide que ça, mais au nom des personnes, donc il a vraiment le grand pouvoir, ce n'est même plus l'Assemblée nationale qui décide, c'est Jupiter qui décide que ça c'est essentiel, ça c'est pas essentiel. Et
il a été difficile, et encore difficile aujourd'hui, aux acteurs culturels, de montrer en quoi, justement, c'est essentiel. Les sirènes sont éternelles, et c'est essentiel. Et en quoi on peut aujourd'hui, dans la table de négociation, montrer, mais écoutez, vous nous avez berné, quoi. Nous, on pense que c'est essentiel, mais voilà, on n'arrive pas à... Voilà, c'est une discussion qui est ouverte, quoi. Vous avez fait une critique très directe, que même un étranger comme moi peut comprendre de qui vous parlez. Moi, je pense que quand le président utilisait le mot guerre, a oublié l'exemple de Churchill qui a gagné la guerre mais a perdu après les élections. Donc, utiliser un langage qui parle de guerre, c'est une erreur. Parce qu'après, même si tu gagnes, chose que je ne suis pas sûr qu'on gagnera facilement cette guerre, on peut aussi perdre les élections comme est passé pour M. Churchill qui a gagné une guerre un peu plus complexe. Et après, il y avait des éléments de langage quand on a fait la différence entre essentiel et non. Donc moi, je suis déclaré comme musicien que je ne suis pas essentiel. Mais dimanche dernier, je suis allé à l'église de Bassans, j'étais à l'ordre, j'ai joué à la messe. Donc là, à ce moment, j'étais essentiel. Parce que quelqu'un a établi que dans l'église on peut entrer. Et je suis un chrétien, donc ce n'est pas une critique à la religion. Mais dire que l'église de Bassans, 100 personnes peuvent aller à l'église et écouter la messe, et l'auditorium de Bordeaux qui a 1400 places, et on ne peut pas faire un concert pour 300 personnes, c'est une erreur majeure qui a fait. Une erreur qui a fait, une faiblesse qui a montré la ministre, qui dit qu'elle aime la musique, et je pense que c'est vrai. Mais l'élément du langage de faire la différence entre essentiel et pas essentiel, c'était une horrible erreur que quelqu'un intelligent qui est sorti de quelques grandes écoles de Paris a écrit comme Ghostwriter un bon discours pour le président. Je pense qu'ils n'ont pas calculé les conséquences, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis appelé, pour exemple, et je dis toujours, désolé, je ne suis pas... En Italie, c'est pire, on l'a déjà dit, ok. On n'existe même pas. Ici, on n'est pas essentiel. En Italie, on est essentiel et les autres sont zéro. Donc, si je suis un musicien en Italie, c'est zéro. Ici, c'est déjà non essentiel, mais il y a déjà quelque chose de vivant. Et vivant, mais pas essentiel. Une affaire que tu as déclaré un artiste qui n'est pas essentiel, tu as détruit toute sa vision de la vie. Moi, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à étudier le piano, et comme ma collègue, j'imagine qu'il y a la même chose. On a passé, j'ai 47 ans, donc c'est 39 ans que je passe tous les jours de ma vie, soit en piano, 4, 5 jours, 6 jours et 6 heures, et je pense d'être essentiel à moi-même, et c'est déjà quelque chose, et aussi à les autres. Donc, qui peut dire qu'il est essentiel aujourd'hui? Bien sûr, je peux comprendre que dans l'épidémie, un infirmier est essentiel, mais je ne dirais jamais qu'un infirmier est plus essentiel de l'homme qui fait la propriété de l'hôpital. Donc on doit dire, c'est une erreur catastrophique. Moi j'imagine qu'il y a quelques jeunes sortis de l'université d'Oxford qui a préparé un discours et qui a choisi cet élément de langage, et malheureusement, à l'époque, le gouvernement utilisait exactement les mêmes expressions. Tu vas ou tu vas? On revient là-dessus, parce que c'est très important dans chacune de nos rencontres. On peut aussi dire qu'un certain nombre de personnes regroupées autour, par exemple, de la religion catholique, puisque c'est eux qui sont montés au créneau, dit la messe est pour nous inévitable par rapport à notre qualité d'être humain. Je suis d'accord. Oui. Si vous nous enlevez la messe, nous ne sommes plus des êtres humains. En 2 jours, en partant sur les valeurs d'humanité de la relation à leur religion, ils ont obtenu une négociation. C'est pour ça que j'enlève le Jupiter, parce que là, on voit bien que ça s'est passé dans les journaux, ça s'est passé dans les radios, etc. Ça a été écouté. Et le gouvernement a cédé en disant, bon, on va vous arranger vos messes, là, on s'en fout, mais c'est essentiel pour vous, on va réouvrir les églises. Pendant ce temps-là, le milieu, que je ne dirais pas culturel, si vous me permettez, mais artistique seulement, le milieu artistique a fait un discours, musique actuelle en premier, mais les autres aussi, en disant, nos salles sont fermées, nos clients ne sont plus là, nos entreprises vont avoir du mal, nous sommes des entrepreneurs comme les autres, d'ailleurs on pèse autant économiquement que l'automobile.
Et aucun n'a dit ce qu'on était en train de dire ensemble, c'est-à-dire, nous, la musique, par exemple, ou les autres, le théâtre, c'est pas une question de business, c'est pas une question d'être ouvert ou pas, c'est une question de survie, c'est une question de sens de la vie. Et on n'a pas entendu ce discours-là, on a entendu le discours plat de CNM, c'est-à-dire le discours entreprise qui allait capoter. Résultat, la force de négociation était nulle. Pourquoi? Parce que ça a été équivalent au délassement, au temps libre, aux frais de la musique après tout le reste, etc. Ça, c'est une erreur stratégique et je crois qu'il faut encore se relever de ça. Il faut expliquer que c'est bien, effectivement. Je comprends, je la trouve un peu dure parce qu'on ne doit jamais oublier que les acteurs qui se sont asseyés à la table ont pensé avant à la survivance des artistes. C'est-à-dire, au moment où on a fermé les salles, la première inquiétude, surtout pour les syndicats en France, et qui ont bien fait, et c'est une spécificité française, et qui ont fait avec tous les intermittents qui n'ont pas de salaire. Donc, la sécurité économique. La sécurité économique. Mais et pas les valeurs de voilà, l'art. Et c'est juste. Mais pour exemple, je suis un musicien, mais j'aime les cinémas. Bien sûr que à ma maison, je peux mettre Netflix et toutes les autres choses, je peux voir un film. Mais il n'y a pas le rituel. Et le rituel est partagé avec quelqu'un, d'entrer dans la salle et de discuter avec quelqu'un. Donc, dire que... je répète, je suis un chrétien, je vais tous les dimanches à la messe. Donc les arguments qu'on a utilisés pour ouvrir l'église sont justes. Les arguments sont exactement les mêmes pour les salles de concert. Sauf qu'à ce moment, on aurait besoin d'un ministre qui dirait, ok, je fais une erreur. Le ministre aurait besoin des professionnels qui arrêtent de dire qu'ils sont des entreprises culturelles qui font des profits, etc. Mais il n'y a pas de profit quand vous parlez d'un théâtre public, il n'y a jamais un profit. Il y a une mission et sans l'État, tous les théâtres publics sans l'État sont destinés à fermer dans 15 jours. Le thème est, moi je ne peux pas accepter que quelqu'un me dise qu'une chose que je fais n'est pas essentielle. Parce que moi, si je suis un musicien, je suis essentiel comme quelqu'un qui fait la radio, comme quelqu'un qui fait le football, comme tout le monde, comme tous les 66 millions. Et choisir entre essentiel et pas essentiel, c'est selon un langage, on est en guerre. Ok, je vais faire une provocation. Pendant les sièges de Stalingrad, qui a duré 900 jours, est morte 1 million de personnes. Les Russes ont mangé des rats et l'orchestre de Stalingrad a continué à jouer tous les jours, comme un système de résistance. Donc, qui était mis à l'époque pour les Russes? Prendre Shostakovich et faire écrire la symphonie Leningrad contre les nazistes, ou mettre Shostakovich avec un fusil contre les nazis. Stricto sensu, était mieux de l'utiliser comme un soldat. Les Russes ont choisi de l'utiliser comme un artiste. Je vous rejoins juste sur cette question-là, où j'ai l'impression que ça c'est à mettre en parallèle peut-être avec le glissement du champ lexical de la culture vers l'entreprise qui est vraiment... c'est la mauvaise histoire de la politique culturelle. Ces dernières 20 dernières années, même surtout, nous pour les artistes indépendants, c'est vraiment... très très important cette question en ce moment, parce que même moi j'ai eu un prix cette année, et d'ailleurs je suis vraiment très contente de participer, et c'est le prix d'artiste auto-entrepreneur, et je me suis dit ça y est, on m'a mis le mot entreprise quand même dessus, et je suis là, ben oui, d'accord, je m'autogère, j'essaie de faire en sorte de survivre, tout ça, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un glissement, il y a aussi une sorte de... qui est des fois défendu à raison de certaines personnes que je côtoie, parce que dans la vie sociale quotidienne, c'est difficile, parce qu'il y a une sorte de stigmatisation des artistes. Donc des fois on refait valoir que non, mais il y a une valeur travail, on veut pas être mis au banc des personnes qui ont des entreprises, et en même temps on veut pas être au banc de la valeur spirituelle, en dehors de religieux ou pas religieux, mais de la valeur spirituelle de la culture, et qu'en effet, c'est oublié sur cette question de essentiel, non essentiel, et du rapprochement religieux. On peut dire valeur d'humanité, puisque finalement on est là un peu pour ça aussi, quoi. C'est vrai, oui. Ça a été oublié dans C'était oublié, et c'est oublié dans les négociations, c'est ce que font valoir les jeunes aussi en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a en un an, on a encore, déjà qu'on était champion en France, c'est augmentation de 25% des antidépresseurs, augmentation des suicides, les jeunes qui disent qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie, c'est vrai. Donc voilà, c'était juste pour... Est-ce que vous avez entendu parler de ce dispositif qui s'appelle Opéra?
qui est lancé par le conseil Oui. régional avec Pour faire des l'expérimentation tests, oui. de 300 salles. Je ne sais pas si vous êtes conviés dans cette expérimentation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expérimentation? En fait, il y a eu une conférence de presse qui a été faite à la Rock School la semaine dernière au sujet de tests qui peuvent être faits sur des salles à l'échelle nationale, je crois. En tout cas, là, c'est porté par la région, il me semble, pour l'instant, mais ça sera fait très certainement à l'échelle nationale plus tard pour pouvoir voir si certaines salles peuvent réouvrir. Oui. Mais Ça s'appelle outil probabiliste pour l'évaluation du risque par aérosol permettant d'évaluer. C'est autre folie. Voilà. C'est autre folie. Pour être présent dans la radio ici, je fais la rue Sainte-Catherine. Oui. Et je dois marcher dans la position un peu rare, comme on fait du ski, parce qu'il y avait milliers de personnes. Donc, le problème est, on doit parler comme des adultes ou comme des stupides. Ok, si on parle comme des adultes, si quelqu'un me veut expliquer, je prends les trams tous les jours de Bassans pour arriver à Bordeaux, au centre pour travailler, les trams sont très pleins, comme est normal. Ok, si quelqu'un me peut expliquer, un docteur, que dans les trams où je reste 1 heure, ok, il y a moins de risques d'être dans une salle comme l'auditorium. Je ne dis pas l'auditorium de Bordeaux, 1400 places. Hein. Je peux comprendre que quelqu'un me dit on n'utilisera pas les 1400 places parce que c'est un thème aussi psychologique, on utilise 300 places. Aujourd'hui, nous pouvons même utiliser 30 places sur une salle de 1400. Mais pour aller au théâtre, je peux aller avec les trams, je descendre à la rue Sainte-Catherine. Après, pour faire la rue Sainte-Catherine jusqu'au théâtre, il y a des milliers de personnes. Aujourd'hui, face à Zara, il y avait 15, 20, 30, 40, 50 personnes qui attendent. Et attention, hein, je suis très fâché et je suis payé. C'est-à-dire, je ne peux même pas imaginer quelqu'un qui a perdu son salaire ou qui a l'intermittence. Mais l'intermittence, c'est comme avoir un SMIC aujourd'hui pour quelqu'un, donc c'est vraiment très limité. Je ne peux même pas imaginer la dépression parce qu'aujourd'hui, avant d'être à votre radio, j'ai dit, mais je fais même des photos pour les partager sur ma page Facebook. Expliquez-moi, un docteur qui m'explique que pour entrer à Zara, que c'est plus petit que l'auditorium, est possible, et pour faire à l'auditorium X activités, c'est pas possible. C'est des éléments de langage injustes. Salvatore, est-ce qu'on peut dire que là, vous êtes en colère? Ah oui, mais non, mais c'est pas pour moi. Moi, j'ai un salaire, j'ai aucun problème économique. On sent que vous êtes en colère. J'aime pas les langages infantiles. C'est-à-dire, moi, j'aime quelqu'un qui me dit, ok, on a calculé la salle, vous ne pouvez pas faire des concerts à 1400. On est dans l'absurdité. Oui, non, on entre dans des... Mais toutes les personnes à qui on a parlé, en particulier ceux qui ont un rapport avec le spectacle vivant, qui ont un rapport avec ce que vous appelez le public, enfin des personnes dans la salle, ont tous commencé très gentiment et assez vite, ils nous ont dit, nous sommes en colère. Mais c'est une colère rentrée, c'est pas des voyous, une colère rentrée. Oui, on a dépassé la limite de l'acceptable. Qu'on va payer. Et en France, on est plutôt protégé parce que vous avez, nous, je suis ici depuis 7 ans, les artistes italiens sont à la rue parce qu'il n'existe pas le système intermittent italien. Les artistes du Metropolitan, l'élite de la musique mondiale est à la rue, les Covent Garden sont à la rue. Pourquoi? Parce que Zara est possible de l'ouvrir, l'IKEA jusqu'à la semaine dernière était possible. Donc, où est la logique? Moi, je peux trouver. Moi, je ne suis même pas d'accord que l'auditorium ne peut pas être utilisé à 100%, hein, si vous voulez ma position. Mais je peux arriver pour un thème psychologique, parce que nous, on a aussi un public des fois âgé. Donc, si on avait 1400 places, on fait 300 places. Ben, jusqu'à ce moment, je peux arriver. Je peux faire l'effort. Mais de dire que l'auditorium est fermé et pour arriver au théâtre, je dois prendre un tram qui est complètement plein, et après quelqu'un me dit, un docteur me dit, ne parlez pas au téléphone quand vous êtes sur le tram, tu sais. Et moi, je suis italien, et moi, nous on n'est pas un peuple de révolution. Donc nous, on ne peuple plus de conspiration. Je crois que nous sommes tous d'accord sur cette idée que là, il faudrait revoir, réévaluer la situation. Mais pour réévaluer une situation comme ça, il faut effectivement organiser la négociation. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que des personnes qui croient à la musique, qui croient au théâtre, pour qui c'est important, arrivent à s'organiser pour dire nous voulons... Pas seulement le théâtre, hein, je parle du cirque, je parle du cinéma, je parle de tous les arts. Hein. Nous voulons que ce soit réévalué. Enfin, moi, j'ai senti des râleurs, mais je n'ai pas senti
une organisation aussi forte que celle qu'on a vue pour les catholiques, qui m'ont surpris parce qu'en une semaine, eux, ils ont réussi à passer du côté de réévaluation positive. Et ça m'a beaucoup interrogé quand même. Oui, mais aussi avec une chose très ridicule. Pas oublier qu'un autre ghostwriter a donné un document au gouvernement pour dire 30 personnes peuvent entrer dans l'église. Ça s'est passé pour la première semaine. Oui, et donc après, ils ont changé quand même. Oui, l'église de Bassans, pour cet homme ou cette femme qui a préparé ces documents, a les mêmes valeurs de la cathédrale de Bordeaux. Bien sûr, mais ça, donc, ils l'ont changé en une semaine, mais il y a eu des mais arguments. sorti ces documents. Donc je m'interroge qui prépare ces documents qui peut penser que l'église de Bassans est comme la cathédrale de Bordeaux ou comme la cathédrale de Paris. Donc, Mon expérience des cabinets ministériels me fait dire que ce n'est pas celui qui prépare, c'est celui qui fait pression sur celui qui prépare. Et je pense que les pressions n'ont pas été dans le bon sens pour ce qui concerne la question de l'art, puisqu'elles ont été sur la question économique. Et là, on a beaucoup de chemin à refaire. C'est vrai que dans un premier temps, il y avait quand même eu une compréhension quand même globale du monde de la culture, d'arrêter en se disant qu'on participe à un effort national, etc. Là où par contre, évidemment, il y a plus de questions qui se posent, c'est quand on voit, non, je comprends pas moi que les Galeries Lafayette soient ouvertes, que Zara soit ouvert. Pareil, j'ai pris le train la semaine dernière. En plus, il n'y avait même pas de protocole de distanciation. On était tous les uns sur les autres pour un train rempli. Comme avant, comme ce que je pensais qu'il était avant. Moi, je pensais rentrer dans une gare vide. Donc là, je me suis sentie vraiment, mais j'étais là, ok. Donc là, c'est complètement absurde. Et c'est sûr que moi, je suis intermittente et c'est ma première année d'intermittence. J'étais très contente. Je la vis pleinement. C'est super. Contente d'être chauveuse. Ouais. Mais c'est vrai que là, en août, pour le moment, ils n'ont pas parlé de reconduction. Mais là franchement, s'ils ne reconduisent pas le statut en août, ça va être des centaines de milliers de personnes qui vont se retrouver à partir du statut. Je serais sûr que c'est la fait. Et je serais sûr que c'est la fait. Mais il y a aussi un mépris à la condition d'artiste. Parce qu'un artiste, bien sûr, votre premier objectif est avoir des passés hautes et arriver à décembre, à mars. L'idéal sera de faire autre année. Parce que nous, on doit remettre l'économie en condition de pouvoir faire des concerts. Mais attention à la dépression des artistes, parce que c'est pas seulement l'argent, c'est fondamental. Moi, je ne suis pas naïf. Mais n'avoir pas la possibilité de s'exprimer, moi, c'est 10 mois que je fais des exercices à la maison et j'étudie avec mes artistes. Mais 15 jours avant, je fais un petit concert, rien, 10 minutes de musique dans l'école, on est allé près de la cité du Vent, dans l'école rap, était 10 minutes de musique. Moi, j'observais mes artistes qui continuent à répéter avec une joie dans les yeux parce qu'il avait 8 enfants, 10 enfants, c'était les publics. Donc, tous les invités nous ont dit la même chose, c'est ce côté de la liberté d'expression artistique. Et je vous rappelle que c'est quand même une valeur universelle, c'est un droit universel, cette liberté d'expression. C'est pas un caprice de star, c'est une liberté fondamentale, comme la liberté de choisir sa religion. Mais la discussion s'est droguée avec les problèmes des statuts des intermittents. C'est à droguer la discussion. Parce que le gouvernement a pensé, et c'est vrai, moi comme Italien, je peux dire à mes collègues français, en Italie, vous êtes à zéro, si vous êtes un artiste. Donc, c'est vrai, le gouvernement a fait un énorme effort, mais nous, on ne vit pas seulement d'argent. La liberté d'expression artistique. Et comme certaines salles aussi, d'ailleurs, comme le disait Fasil Duval, la ville lui dit, est-ce que tu as besoin d'argent? Non, ce n'est pas une question d'argent, on a assez. Alors, moi, je reviens sur la question de l'expérimentation. Et je vais le renvoyer un peu à la politique québécoise sur les questions interculturelles, où il parle d'accommodement nécessaire, raisonnable, sans contrainte excessive. Donc là, c'est quand il y a une situation qui est en conflit, on met la délibération, on discute. Il n'y a pas une décision commune pour tous, etc. Et je me dis, au-delà de cette proposition qui est faite, si j'entends ce que dit Salvatore, c'est chaque structure, chaque lieu a déjà pensé comment elle peut s'accommoder de cette situation-là sans contrainte excessive. Et lui, il dit, il peut aller jusqu'à 100. Pourquoi dans ces conditions-là, on ne peut pas permettre aux personnes sur une durée de faire une expérimentation? Parce que quand tu pars, moi je le vois, j'ai pris le tram aujourd'hui. Tu prends le tram où ma soeur qui me dit qu'elle prend, parce qu'elle est dans la région parisienne, elle passe plus de temps
dans les transports qu'elle ne passe au cinéma ou au théâtre ou à la musique. Donc, nous, est-ce qu'il ne serait pas dans l'expérimentation, non pas qu'on nous propose des protocoles qui sont presque impossibles à mettre en place, mais que chaque lieu dise, moi, voilà ce que je propose, et je vous propose de faire... On l'a déjà fait. Nous, à l'Opéra de Bordeaux, on a fait des protocoles de sécurité. Le public entrait, il y avait le gel, il y avait une place libre, il y avait toutes les fenêtres ouvertes. On a fait toutes les choses et ils n'ont pas accepté possibles. Toutes les salles sont fermées en France, comme dans les autres pays. En Espagne, ils ne sont pas fermés, parce que comme il n'y a pas le système d'intermittence, le gouvernement a dit, OK, c'est mieux de les faire joyer pour ne pas avoir des problèmes sociaux. L'erreur au début, c'était de dire une chose essentielle, l'autre chose n'est pas essentielle, et pour ne pas avoir de problème, on vous donne l'âne blanche. C'est bien, moi je dis rien, c'est mieux qu'a fait tous les autres pays. C'est une victoire à la Pyrrhus, parce que l'esprit artistique, effectivement, il s'est racorni et il n'a pas été... Alors, maintenant, nous avons une municipalité qui veut changer. Et nous avons un adjoint au maire qui dit « j'ouvre la discussion ». Il est un peu tard, mais quand même, je voulais vous poser la question. L'adjoint au maire dit la vie culturelle à Bordeaux, elle était enfermée dans des mondes culturels parallèles et hermétiques. Comment faire des propositions qui cassent cette image de monde parallèle et hermétique? Est-ce qu'on a des éléments, est-ce que vous auriez-vous des éléments à proposer, des suggestions à faire qu'on pourrait reproduire ici ou porter? Enfin, est-ce que c'est hermétique et est-ce que c'est bien parallèle? On a 7 minutes. Hein, on a 7 minutes de... Comment on va sortir de ces mondes parallèles et hermétiques en supposant Alors, que ça dépend à quel niveau on parle. Si on parle de style de musique, d'art, etc., bon, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a plein d'artistes qui communiquent entre eux. Donc ça, c'est les démarches artistiques individuelles. Il y en a, ils restent dans leur niche, d'autres qui décident de communiquer. Après, moi, bien sûr, c'est plus par rapport au projet qu'on peut dans Pas à Paris Cordes, c'est plus sur des questions de représentation, de classe sociale, de genre, etc. Mais bon, ça, c'est pas un problème qui est basé à Bordeaux, c'est un problème on va dire national si c'est pas plus. Et donc là, oui, faut s'adresser. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la discussion avec les associations qui donnent la parole aux premières personnes concernées par des stigmatisations, des discriminations ou qui sont le moins représentées pour savoir qu'est-ce qu'elles veulent mettre en place pour mettre un peu les pieds partout et forcer tout ça, quoi. Mais sinon, je trouve que culturellement, à la base, quand même, Bordeaux, c'est une ville assez riche artistiquement, où il y a plein d'opportunités. Il y a plein de possibilités, il y a plein de styles de musique différents qui communiquent. Et alors, l'opéra hermétique, c'est pour vous ça, hermétique et parallèle Moi, je trouve que l'opéra en soi-même, c'est pas hermétique. Nous, on doit discuter des droits à l'accès à l'opéra. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, si nous, on ne fait pas une politique sur les prix de l'opéra, sur comment permettre à toute la ville de pouvoir goûter cet incroyable muséum de la musique vivante. Salvatore, ça fait 50 ans que depuis Malraux fait ça en France et que ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Le côté du prix n'est pas pertinent. Non, mais c'est très pertinent. Vous savez que si vous avez un concert avec un superstar, vous devez payer 100 €. Oui, donc moi, que j'ai un bon salaire, si je dois aller à l'opéra payer 100 € toutes les semaines... Sauf que l'opéra gratuit, ça sera... Je ne suis pas d'accord sur l'opéra gratuit. Oui, je dis l'opéra... Mais où est le problème, par exemple, de faire une entrée avec une très belle carte qui fait sur les revenus de chacun? Donc tous, nous, on a droit au même spectacle, mais qu'on va payer selon notre condition. Sauf qu'aller à l'opéra, c'est pas donné à tout le monde, tellement le poids, comme vous l'avez très bien dit, le poids de la hiérarchie est tel, et puis les codes sont tellement compliqués. Et donc la question, c'est moins l'accès que, on va dire, l'adaptabilité de l'opéra ou l'acceptabilité de la relation avec l'opéra. Attention, aujourd'hui, notre public à les concerts entre en basket tranquillement et avec un jeans, et j'adore.
C'est une vision qui sort dans les films. Vous avez été à l'opéra souvent? Quelquefois, j'ai de la chance, mais après je me sens privilégiée là-dessus. Mais parce que j'ai des personnes qui travaillaient à l'Opéra de Paris et tout. Donc des relations. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que la question du prix, elle est aussi importante, mais qu'elle doit se combiner avec aussi une volonté d'ouvrir, de faire les liens, de faire le lien comme a fait un peu l'Opéra de Paris ces dernières années. Relation, de se sentir ouvert ses places, ouvert certaines salles, excuse-moi je te coupe juste pour finir ça, ouvrir certaines salles, l'Opéra de Paris a ouvert certaines salles à d'autres styles de danse par exemple, à inviter des artistes de voguing, etc. à venir s'emparer du lieu et à faire des ponts avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Et ça forcément ça recrée de l'intérêt et voilà, mais bon je pense que c'est en voie. J'ai l'impression dans une école c'est aussi une adaptation. J'ai l'impression que l'Opéra de Bordeaux décloisonne quand même de plus en plus ses pratiques, parce que là on a parlé tout à l'heure de tous les opéras ont commencé depuis des années. Le problème est toujours, par exemple, l'élu qui a dit cette phrase. Une chose, c'est le dire. La question que je fais à l'élu, lui a vraiment envie d'ouvrir D'ouvrir. Ah oui, c'est lui le président maintenant de l'opéra, donc c'est lui qui commande. C'est simplement un conseil d'administration, une proposition, et tous les 350 salariés seront derrière lui. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Regardez que la structure d'un opéra est très verticale. Hein. Quand je dis à mes artistes, quand je dis à mes artistes, vous chantez demain les concerts arabes, mes artistes chantent les concerts arabes. Donc, c'est un thème vraiment de prendre les décisions et de les assumer et de les proposer. De faire les ânes galantes avec des rappeurs. Pourquoi ils l'ont fait l'opéra? C'est absolument magnifique. L'ennui, c'est que le passage s'appelle Les Sauvages et que c'était des rappeurs. C'était du hip-hop. Oui, bah après, c'est la réappropriation du mot, pourquoi pas. Mais c'est ça qui a à faire avec beaucoup du répertoire, parce que c'est pas du folklore, hein, c'est de la tradition vivante, donc on a le droit de changer toutes les représentations et de s'accaparer les mots comme on veut. Peut-être pour terminer, on l'avait déjà vu, mais ça m'en vient pas à l'idée, de cette expérience-là de Covid, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon d'humanité de cette expérience de Covid-là? D'en tirer une conclusion maintenant, c'est compliqué tant qu'on n'est pas sorti. Comme leçon d'humanité, quoi. Comme leçon d'humanité, quoi. On espère que ça va... Voilà, on espère que ça va pas créer seulement de la colère, mais une réelle volonté de changement rapide, comme vous disiez. Maintenant... Moi, j'ai l'impression que les gens se rendent compte du manque et qu'il y a quelque chose à combler. Et que, j'espère que ça va prouver des choses dans l'avenir, dans l'année où... J'espère au plus vite, mais que les gens vont retourner au spectacle, vont retourner faire des choses. Si on arrive à donner un nom à ça, et pas simplement de délassement, quoi. Il faut trouver quelque chose de plus puissant que simplement le temps libre, quoi. Oui, voilà. Le dernier mot, Salvatore. On espère, j'espère que vraiment sera un exemple de toutes les erreurs qu'on a fait. On prendra toutes les erreurs collectivement, on l'analysera. Et on accélérera tous les changements que notre société a vraiment besoin de faire. Cher, on remercie. Merci beaucoup, mais merci vraiment beaucoup, Salvatore, de vos francs-parler. Et puis voilà, c'était aussi ce qu'on essaie de mettre en place dans une liberté de ton. Bien, merci en tout cas, c'était super intéressant. Et on y reviendra. Merci à vous. Cette émission a été présentée par Cherso et Jean-Michel Ducat. Elle a été produite par l'association La Halle des Douves, réalisée par Justine Loga et Samira Moumni, avec la complicité d'Agnès Rey et Kirton Lecoq.